La Côte d'Ivoire ferme ses frontières avec le Ghana, décision prise par le chef de l'État Alassane Ouattara suite aux attaques perpétrées contre le poste frontalier de Noé. Dans quelques heures, le président de la République Alassane Ouattara va procéder au lancement des travaux du nouveau pont de Boisflé. Le troisième titre de cette édition sera consacré au don de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a remis aujourd'hui des kits au groupe scolaire GESCO de la commune de Yopougon. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 septembre, la caserne des forces républicaines de Côte d'Ivoire du poste frontalier de Noé a été attaquée par des hommes armés. Le bilan fait état de 5 morts du côté des assaillants et d'un blessé dans les rangs des FRCI. Les autorités ivoiriennes rassurent, le calme est revenu dans la zone et la situation est désormais sous contrôle. Et justement, pour parler de ces attaques, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense était sur le plateau du 20h. Paul Kofi Kofi a donc précisé qu'il s'agit d'attaques perpétrées par des bandits armés qui se sont ensuite enfuis au Ghana voisin. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour des raisons sécuritaires, a ordonné la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Communiqué sur l'attaque du poste frontalier de Noé et la fermeture de la frontière avec le Ghana. Le vendredi 21 septembre 2012, aux environs de 3 heures du matin, la position des forces républicaines de Côte d'Ivoire, située au poste frontalier, a subi une attaque d'éléments armés en provenance du Ghana. Les échanges de coups de feu donnent le bilan suivant. Côté ennemi, 5 morts et 5 arrestations, et le reste des assaillants s'étant repliés sur le territoire ghanéen. Côté FRC, un blessé léger. Donc, informé de la situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a consulté le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Il a donc tenu informer son homologue, donc l'homologue ghanéen, du fait du repli des assaillants en territoire ghanéen. Il a donc ordonné, à compter de cet instant, pour des raisons de sécurité, la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement ivoirien remercie le gouvernement ghanéen pour la franche collaboration et la coopération exemplaire entre les deux pays qui se sont renforcées à l'occasion de la visite du président ghanéen, son Excellence M. John Dramani Mahama, à Abidjan le mercredi 5 septembre 2012. Fait à Abidjan le vendredi 21 septembre 2012. Les forces de sécurité ivoiriennes ont à nouveau été victimes la nuit dernière d'attaques, cette fois à Abidjan. Cette offensive intervient après seulement un mois d'accalmie, succédant à une série de violences en août dernier. 2 commissariats de police et un poste de gendarmerie ont été attaqués par des hommes armés dans la commune de Port-Boué. Les détails avec Abou Sanogo. Des tirs dans la commune de Port-Boué. Des individus armés à bord de taxi-compteurs ont attaqué dans la nuit d'hier à aujourd'hui la brigade de gendarmerie de Vridicité dans la commune de Port-Boué. À leur arrivée, ils ont ouvert le feu sur le portail, ensuite pénétré à l'intérieur de la brigade et emporté des armes et des munitions. Après la brigade de gendarmerie de Vridicité, les assaillants ont mis le cap sur le corridor de Gonzagueville, dernier checkpoint sur la voie express Abidjan-Grand Bassam, en passant par le commissariat du 33e arrondissement de police derrière Ouaf. Ici également, ils ont ouvert le feu. Informé l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire dépêche des éléments qui bouclent la commune. Bilan de l'opération, des armes et des munitions récupérées, un assaillant et un civil tué.
Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu sur le site attaqué avec le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale pour s'enquérir de la situation. Le calme est revenu. Les ratissages se poursuivent pour débusquer les auteurs de ces attaques. Et suite aux attaques perpétrées la nuit dernière dans la commune de Port-Bouët et au poste frontalier de Noé, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a exprimé son soutien à la Côte d'Ivoire. On écoute maintenant Bert Koenders. J'étais aussi choqué des attaques d'hier. Nous étions très alertes. J'ai envoyé directement le commissaire de police de l'ONUCI, le commandant des forces. Et je veux aussi donner un message d'un double caractère. C'est la fermeté de l'ONUCI de défendre la démocratie dans le pays et le gouvernement démocratiquement élu, et au même moment de travailler à la paix positive, la réconciliation, la démobilisation et la création d'emplois. Ce sont là deux pistes dans lesquelles nous sommes en train de travailler avec tous les Ivoiriens. C'est aujourd'hui la célébration de la Journée internationale de la paix. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix dans le monde. En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées à Grand Bassam, à la place du Carrefour Jeunesse. Et c'est une initiative de la section locale de la Fédération de la paix universelle. Les précisions de Mamadou Kouassi. Le 21 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. Cette année, la région du Sud Commun n'a pas voulu rester en marge de cet événement international. Les membres régionaux de la Fédération de la paix universelle se sont donné rendez-vous à Grand Bassam. Occasion pour les ambassadeurs de la paix de promouvoir les valeurs de paix. Les populations étaient sensibilisées à la culture du pardon et de la réconciliation, ciment de la paix universelle. La commémoration de la Journée internationale de la paix à Grand Bassam a porté sur le thème réconciliation et cohésion sociale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour le conférencier Adama Doumbia, formateur international leadership et pour la bonne gouvernance, la paix commence dans le cercle familial avant de réjaillir sur la société. Vivre pour les autres, c'est le chemin pour réconcilier la nation divisée. Nous devons vivre dans l'altruisme en vivant pour les autres. La tolérance, la coopération et l'harmonie entre les religions, entre les cultures, entre les ethnies est indispensable si nous voulons réaliser la paix dans le monde. La célébration de la Journée internationale de la paix à Grand Bassam a permis l'installation du Conseil de paix du Sud Commun, dirigé désormais par Dago Laurentine, ambassadrice de la paix. Et c'est demain, samedi 22 septembre, un grand jour pour la ville de Bouaké. Le président de la République, Alassane Ouattara, va donner le premier coup de pioche des travaux de construction du pont de Boisflé dans le département de la Maraoué. Où en sont les préparatifs? On en parle avec Eugène Atoubé. À une centaine de mètres du pont de Boisflé, branlant sous le poids des véhicules qui le traversent, une vaste place où engins de génie civil et ouvriers s'affairent à finir leur travail. C'est ce site qui va accueillir le président de la République à Boisflé pour la cérémonie de lancement des travaux de construction du nouveau pont de Boisflé sur la Maraoué. En réalité, le bandament rouge, affluent du fleuve du même nom. C'est un gros travail préparatoire en phase d'achèvement qui est en train d'être fait ici. C'était des arbres, des gros arbres qui étaient ici. C'était la brousse complète. Bon, moi je vois la place bien faite, bien nettoyée. Et puis nous-mêmes on est contents. Samedi, moi, je vais m'habiller complet de garçons pour faire mon défilé avec ça, devant ado. C'est bien la première fois dans l'histoire de la région de la Maraoué qu'un chef d'État y effectue une visite. Les élus et cadres à la tête des populations se sont mobilisés tout en jouant la carte de l'union et la solidarité devant ce qui apparaît à leurs yeux comme un défi à relever. Les grèves de chapelle, nous en avons fini. Et je dirais que le pont nous offre le prétexte de ne plus œuvrer en solo, mais en commun. Donc la Maraoué, c'est désormais une seule entité. Saint-Frère là, Zuna est là, et puis Boisflé aussi est là. En tout cas, pour la mobilisation, je crois que vous verrez, ça sera fait de façon vraiment grandiose. Étant donné que tous les peuples sont ici, parce que Boisflé, c'est un peu la Côte d'Ivoire, hein. Il y a toutes les tribus ici, il y a toutes les ethnies ici, et tout le monde viendra. Pareil des blouses ou d'habits pour féliciter et remercier le président de la République qui nous honore.
Sur le terrain, ce qui est vu à quelques heures de l'historique événement est le fait de leur engagement collectif. La ville est en train de finir sa toilette pendant que sur le site même où aura lieu la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau pont, gradères, pelleteuses et tasseurs apprêtent l'endroit. Les autorités administratives et les élus veillent au bon déroulement des travaux. Aucun détail n'est négligé pour réserver au président de la République l'accueil au parfum de tradition, de l'hospitalité de toute la région de la Marawi. C'est une mobilisation régionale. Boisflé est prêt. La preuve, nous travaillons depuis plus de 3 semaines. Nous sommes là au quotidien. Le site est déjà prêt. Nous sommes maintenant au stade de bâche. Et je pourrais vous rassurer que si nous arrivons à ce stade-là, c'est que nous sommes à 90% prêts. Depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 52 ans, les populations de la Marawi ont toujours demandé à tous les présidents qui se sont succédés la reconstruction de ce pont. Avec le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, cette demande, ce vieux rêve devient une réalité. Mais vous ne pouvez pas comprendre la joie des populations. Nous sommes très heureux. Et nous attendons avec impatience l'événement et la construction de ce pont. Avec ce nouveau pont, Boisflé va amorcer une nouvelle ère de son existence. Mais il faudra attendre près d'1 an et demi pour qu'il soit livré aux populations. Dans ce nouveau pont, toute l'espérance d'une région. Les travaux de construction d'un nouveau pont sur la Marawi seront donc lancés demain par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'ouvrage, qui est d'une importance stratégique pour les populations de Boisflé, le symbole de la renaissance d'une ville restée longtemps dans la léthargie. Nous restons avec Eugène Atoubé. Dans toute la ville de Boisflé, l'atmosphère est celle des jours lumineux et gais. Au quartier commerce, Beïta, Agbamou, Koblata ou du Labougou, les populations ne cachent pas leur fierté de savoir que le pont sur le fleuve Marawi sera entièrement reconstruit. Le nouveau pont de Boisflé, le moins qu'on puisse dire, focalise l'intérêt des habitants de la vieille ville. Nous les transporteurs, c'est une très bonne chose pour nous. Parce que l'ancien pont est vieillissant. Moi-même, quand je passe là, j'ai peur. Il y a longtemps, on attendait. Nous sommes tous comblés de joie. Toutes les voitures de l'Ouest passaient ici, bon, ils ne passent plus ici. Bon, les gars passent vers Gaïwa maintenant. Voilà. Donc ça permet à Boisflé d'être désenclavé. L'activité économique va beaucoup évoluer. Dans la capitale de la région de la Marawi, l'idée selon laquelle Boisflé a accusé un long retard dans son développement à cause de son pont est partagée par toutes les populations et sans doute inculquée à toutes les classes d'âge au fil des années. Le président a vu justement un accident aux doléances des populations. Doléances qui va se caractériser par la construction de ce nouveau pont. Il y a eu des accidents, disons, meurtriers même. Donc avec ce nouveau pont, je pense que avec tout ce qui va accompagner le pont, comme disons l'échangeur, alors on va éviter ce genre de drame. Tout à l'heure, je me suis trompé parce que je regardais les travaux en train de se faire et j'ai pas bien regardé alors que je n'ai pas la priorité, j'ai emprunté le pont avant. Les autres n'ont pas été assez courtois. Ils m'ont laissé arriver là. J'étais obligé de faire demi-tour à ma charrière avant de revenir. J'ai appris à la télé que ce pont sera fait en double sens. Ça veut dire qu'un tel désagrément ne pourra plus jamais arriver. Et ça, c'est un acte de développement très louable. Le futur ancien pont de Boisflé, le voici. Un ouvrage vieux de 56 ans. Plus de demi-siècle de vie. Témoin muet des différentes phases du développement de la ville. Un pont d'une importance stratégique, objet hier de bien de larmes malgré lui, les populations pour les drames et les tragédies qu'il a causées. Mais les populations aujourd'hui en joie. La joie vient toujours après la peine, l'été du sage. Plus que le bonheur, c'est la félicité qui se lit sur le visage des populations de Boisflé. Avec la construction du nouveau pont sur le Bandama, elles sont convaincues que Boisflé va maintenant amorcer son émergence économique. Car disons le plus net, Boisflé est une ville aujourd'hui plongée dans une profonde léthargie. Alors, quelles sont donc les caractéristiques de ce nouveau pont de Boisflé? Quel est le coût du projet? Des éléments de réponse avec Jean-Jacques Kwame Alla. Voici l'ancien pont de Boisflé construit sur le fleuve de la Marawi. Vétuste, comportant seulement une voie de circulation et lieu de nombreux accidents. Il date des années 1956, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
cet ancien pont ne sera plus qu'un vieux souvenir pour les populations de la Marawi, car dans 14 mois, non loin de ce dernier, sera construit un nouveau, longueur 124 mètres comprenant 4 traversées. L'objectif est d'accroître la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Genoula, mettre fin aux nombreuses files d'attente des véhicules au niveau de la traversée et améliorer la circulation des personnes et des biens. C'est ce nouveau pont dont le lancement des travaux va conduire ce samedi à Bois-Flé le président Alassane Ouattara. À cela, il faut ajouter la réhabilitation de l'ancien pont et le renforcement des 6 km de la voirie urbaine dont bénéficiera la ville de Bois-Flé. Coût total du projet, environ 5 milliards 729 millions de francs CFA. Il est financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine pour le développement. Fin du calvaire des populations de Niangon Sud à droite et de Banco 2. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a remis officiellement hier à la commune de Yopougon 2 ponts. Ces ouvrages ont été réhabilités grâce au programme d'urgence présidentielle 2011. Le projet est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Fini le calvaire des usagers des ponts Banco 2 et Niangon Sud à droite de la commune de Yopougon. Grâce au programme présidentiel d'urgence, 2 ponts ont été réhabilités et le canal qui sert de drainage des eaux de ruissellement a été construit pour le bonheur des populations. À un moment donné, on croyait que c'était abandonné parce que ça faisait près de 5 ans de cela. Et puis un beau matin, on a vu des machines débarquer et les travaux ont commencé jusqu'à ce que la voie redevienne normale. Donc vraiment, c'est une très grande joie pour nous les riverains. Je suis trop content. Tu ne peux pas savoir pourquoi je suis content. On ne peut pas prendre à droite. Quand on dit 17, on ne peut pas passer. On est obligé de passer pour faire différents quartiers. Mais aujourd'hui, là, si on vit là, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut prendre à gauche, on peut prendre à droite sans se mélanger. Ça, c'est notre meilleure route principale qu'elle a là. On fait le tour pour passer de l'autre côté des protestants pour aller au marché. Vraiment, c'était une souffrance. Et je crois que vraiment, le président Alassane Ouattara a pensé à son peuple, vraiment de Niangon. Et surtout, nous voulons que ce pont soit électrifié. À l'occasion de la remise des ouvrages à la commune de Yopougon, le ministre des Infrastructures économiques, Hachi Patrick, a précisé que la Côte d'Ivoire est un chantier et ces chantiers ne font que commencer. Les autres chantiers sont en cours au fur et à mesure, ils seront livrés aux populations. C'est énormément de travail et ça ne touche pas seulement un quartier. Comme vous le voyez, tantôt on est à Koumassi, à Bietri, à Cocody, aujourd'hui à Yopougon, on était hier à Bobo, on le sera encore certainement le mois prochain. Pour les travaux qui vont être lancés entre Abobo et Anyama, et vous savez également que le chef de l'État sera le week-end à Bois-Flé pour le lancement d'un pont. Donc les chantiers ont vraiment démarré et on pense qu'au fur et à mesure les populations pourront en bénéficier. Les travaux de réhabilitation de ces ouvrages ont duré 10 mois et ont coûté environ 1 milliard 500 millions de francs CFA, entièrement financés par le programme présidentiel d'urgence. En bref, l'emprunt obligataire lancé il y a quelques semaines par l'État ivoirien à travers le Trésor public sur le marché financier de l'UEMOA, plus de 92 milliards de francs CFA sur les 60 milliards initialement recherchés ont été mobilisés. La première dame de Côte d'Ivoire était aujourd'hui dans la commune de Yopougon. Dominique Ouattara a remis des kits au groupe scolaire GESCO. Il s'agit de cartables, de tenues scolaires et de jeux. Reportage Jérôme Kofi Aboula. C'est exactement à 11h15 que la première dame de Côte d'Ivoire a fait son entrée au groupe scolaire GESCO de Yopougon ce vendredi 21 septembre 2012. Madame Dominique Ouattara, accueillie par les écoliers, leurs enseignants, ainsi que leurs parents venus nombreux pour l'obliger de prendre un bain de foule. Pour cette cérémonie de remise de kits scolaires, les dignitaires du village Akian, qui en sont l'hôte, n'ont pas failli à la tradition, c'est-à-dire sacrifier à la libation pour demander la protection du Tout-Puissant pour toutes les personnes réunies à cette occasion. Une bien meilleure façon pour eux de planter le décor et permettre ainsi au maire de Yopougon, le docteur Yao Bertin, de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue. Après le premier magistrat de la commune de Yopougon,
Madame Kandia Kamisoko Kamara, succédant aux écoliers représentants du groupe scolaire GESCO de Yopougon, en sa qualité de ministre de l'Éducation nationale, a exprimé sa gratitude à la Première Dame pour tout ce qu'elle fait pour les enfants à l'école. Madame Dominique Ouattara, par les dons de milliers de kits scolaires, de milliers de cartables, de milliers d'uniformes scolaires et de milliers de jouets, vous permettez à de nombreux enfants de suivre les apprentissages dans nos écoles. Les parents, fragilisés par le manque de moyens, trouvent en vos précieux soutiens la motivation nécessaire pour se remobiliser en faveur de l'institution scolaire. Madame la Présidente, permettez-moi de vous remercier et vous dire combien la grande famille de l'éducation nationale et les parents d'élèves sont sensibles à votre magnanimité. À la suite du ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, la Première Dame de Côte d'Ivoire a indiqué qu'il n'y a rien de plus important que de partager, que de donner un peu de ce que l'on a à ceux qui le plus en ont besoin. Pour cette rentrée scolaire 2012, la Fondation Children of Africa offre aux enfants démunis du primaire 3500 kits, 3500 cartables et 3500 tenues scolaires, répartis comme suit. Le groupe scolaire GESCO de Yopougon et le groupe scolaire Habitat d'Abobo recevront chacun 500 kits, 500 cartables et 500 tenues scolaires. L'IEP Séchi d'Abocville et l'IEP Samo de Beaunois recevront chacun 250 kits scolaires, 250 cartables et 250 tenues scolaires. Enfin, les localités de Bako, Tengrela, Kong, Ouangolo, Zouenoula, Djebonois, Bayakro et Trècheville recevront également chacune 250 cartables, 250 kits scolaires et 250 tenues scolaires. Tous nos enfants pourront jouir de leur droit à l'éducation si chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice commun. J'appelle les ONG et toutes les bonnes volontés œuvrant dans le domaine de l'enfance à se joindre à nous pour permettre à chaque enfant d'aller à l'école et de rêver d'un avenir meilleur. Cette cérémonie de remise de kits scolaires à Yopougon GESCO, comme une fête à travers des jeux de tir au but et des prestations d'artistes, constitue le lancement d'une série de remises de dons aux enfants scolarisés sur la période 2012-2013. Et le regard de la Première Dame entourée des enfants indique clairement qu'elle sera toujours à leur côté, en Côte d'Ivoire comme en Afrique, pourvu que Dieu lui en donne l'occasion. La rentrée scolaire 2012-2013 s'est officiellement déroulée le 17 septembre dernier, mais elle a été perturbée dans la région du Béquet, plus précisément à Boaké. Le mouvement des enseignants volontaires, le MEVSI, a observé une grève. Pour en parler, Kwadio Kwame de RTI Boaké. La rentrée scolaire 2012-2013 a fortement été perturbée à Boaké, pour cause des grèves observées par le mouvement des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Nous sommes en grève, nous les enseignants volontaires de Côte d'Ivoire, pour réclamer 30 mois de salaire et nos rappels. En plus de cela, il y a la question du PNRC qui concerne nos camarades qui n'ont pas pu intégrer la fonction publique et 1,8 milliard que l'État nous avait promis. Par respect pour l'autorité, nous avons bien voulu surseoir à ce mouvement et donner la conduite à tenir à partir de lundi, après le compte rendu donc, qui sera fait par nos camarades qui sont à Abidjan. Donc on attend leur retour pour une assemblée générale et puis la conduite à tenir sera adoptée. Les conséquences de cet arrêt de travail sont perceptibles sur l'école en ce début d'année. Si du 17 à aujourd'hui nous n'avons pas pu travailler, ce qui devait être fait comme travail n'est pas fait. Nous sommes actuellement dans la période post-CELO au niveau des entrées en 6e, c'est-à-dire les élèves qui ont été affectés en 6e, dont les parents souhaiteraient les réaffecter. Ce processus a commencé depuis le lundi. Mais nous n'avons pas pu travailler et c'est pratiquement aujourd'hui que nous commençons ce travail de façon formelle, que ce soit au niveau des deux drains. Au lycée classique et moderne 2, les inscriptions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Seuls des éléments des forces de l'ordre veillent sur les installations. Le lycée classique a également connu des désagréments. Beaucoup de professeurs ont été choqués
Ils ont même été agressés dans la cour. Moi-même, ils ont failli me frapper. N'eût été mes professeurs qui sont interposés. Et ensuite, ils ont essayé même de fracturer ma porte d'entrée. Nous mettons ça sur le coup de la jeunesse, mais le conseil qu'on leur donne, rien ne peut se résoudre dans la violence. L'enseignement primaire est logé à la même enseigne. Cependant, la semaine prochaine pourrait être la bonne. Ils sont arrivés dans notre IEP ici et ils nous ont fait fermer l'insertion. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le lundi prochain, les cours reprendront effectivement. Le lundi 17, toutes les classes étaient ouvertes. Donc tous les enseignants sont là, ils sont prêts pour reprendre le travail. À Bouaké, les rues ne connaissent pas les affluences de la rentrée. Les cours des écoles sont étrangement vides. L'école peine à reprendre ses activités à ce début d'année scolaire. Dans l'actualité également, ce colloque sur l'université africaine qui s'est déroulé à l'université Houphouët-Boigny de Cocody. Au centre de cette rencontre initiée par l'université Ampateba, des échanges sur la place et le rôle de l'université dans les sociétés africaines. Compte rendu, Victorine Yaoyobwe. Il ressort de ces échanges que l'université africaine doit de plus en plus répondre aux préoccupations des populations, de sorte à insuffler une nouvelle dynamique au développement des États africains. Cela suppose, selon le conférencier professeur Issane Séraphin, deux types de réformes de l'université africaine, une réforme fonctionnelle et une autre institutionnelle. Que nous voyons dans ce contexte de nouveautés qui s'annoncent, que nous trouvons une opportunité pour répondre aux doubles soucis au niveau mondial de l'université du XXIe siècle et aux soucis proprement africains d'université qui est africaine, c'est-à-dire qui est en adéquation avec les attentes, les espérances des sociétés africaines. Avis partagé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il revient toutefois pour Cissé Sendou aux universitaires de chaque fois mener la réflexion. Les universitaires qui font l'université aujourd'hui, c'est eux qui doivent anticiper. C'est eux la réflexion prospective, c'est eux qui doivent le faire pour le donner aux gouvernants, c'est-à-dire aux politiques, pour que le politique puisse adapter ça à la réalité du pays. En conclusion, le politique et le scientifique devraient être complémentaires pour mettre la science et le savoir au service du développement. C'est ainsi que l'université va véritablement contribuer à l'émergence des États africains. Le ministre des TIC, Bruno Koné, poursuit la campagne de sensibilisation sur l'identification. Vous le savez certainement, dès le 31 octobre prochain, les numéros non identifiés seront en simple réception et les abonnés se verront dans l'obligation de se soumettre à l'opération d'identification. Les détails avec Lanciné Ouattara. Près de 65% des abonnés mobiles ont déjà été identifiés à la faveur de l'opération lancée par le gouvernement ivoirien depuis le 21 décembre 2011. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de la Poste et des TIC, visitant des sites d'identification dans le cadre des campagnes de sensibilisation. Le 31 octobre, tous ceux qui ne se seront pas fait identifier seront mis en réception simple. Ils pourront continuer de recevoir des appels, mais ils ne pourront plus émettre d'appels. Vous voyez, donc c'est quand même relativement important. Nous espérons que d'ici là, tous ceux qui ne se sont pas encore fait identifier vont voir l'intérêt de le faire. Des sites installés dans 3 communes d'Abidjan du 17 au 22 septembre ont pour but de permettre à bon nombre d'Ivoiriens de se faire identifier. Il s'agit de la commune du Plateau, de Yopougon et de la commune de Koumassi. Les personnes désirant se faire identifier devront posséder une pièce d'identité. Selon Koné Bruno, l'État prend des mesures pour protéger le consommateur et sécuriser l'environnement des TIC en Côte d'Ivoire. Cette opération va permettre de sécuriser complètement notre cyberespace. Aujourd'hui, notre monde est trop sensible à la question des TIC de façon générale pour qu'on laisse faire. La difficulté, c'est celle-là. Donc, il fallait pour l'État prendre des dispositions, prendre des mesures pour protéger justement les consommateurs.
vis-à-vis des personnes qui malheureusement utilisent ces outils-là à de mauvais desseins. Le président du comité de suivi de l'opération d'identification des abonnés, Séverin Ndatien Guibé-Songui, a fait savoir que tous les abonnés qui ne seront pas identifiés avant le 31 décembre 2012, dernier délai selon les prescriptions, verront leurs numéros retirés du circuit des opérateurs. En bref, un mandat d'arrêt a été mis aujourd'hui contre le jeune tribun populiste sud-africain Julius Malema, farouche opposant au président Jacob Zuma et récemment exclu de l'ANC, le parti au pouvoir, alors que l'agitation sociale s'est étendue à une nouvelle mine. C'est la fin de cette édition, mais avant, rappelons que le chef de l'État Alassane Ouattara va se rendre demain, samedi 22 septembre, dans la région de la Maraoué pour procéder au lancement des travaux du nouveau pont de Boisflé. Merci de nous avoir suivis.